Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 60e clé et dernière de la 3e saison, de la 3e série qui s'intitule L'amour. Alors, comme à l'habitude, on va procéder de la même manière en 4 étapes, à savoir tout d'abord on va définir plus ou moins le concept, disons les perspectives que l'on met à travers ce terme de amour. Ensuite, dans un second axe, on verra sa raison d'être et ainsi que ses champs d'application. De là, on développera un petit peu quand même, on parlera de différents éléments. Et on verra dans un troisième puis dans un quatrième temps une bonne vingtaine de techniques et de conseils. Alors, tout d'abord, de quoi il s'agit concrètement? Alors, non besoin de dire, pour ce sujet autant, mais sur la sexualité et pour tous les autres, celui-là encore plus, tout ce que je vais vous dire, bien sûr, n'est à la fois n'est pas objectif, et bien entendu subjectif, mais surtout pas exhaustif. D'accord? Alors, on va tendre à parler de différents éléments, mais encore une fois, je n'ai pas la prétention en l'espace de si peu de temps, de dérouler l'intégralité. Et d'autant plus que c'est juste mon ressenti, mon expérience, etc., etc. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Alors, terme de première, entre guillemets, définition, qui n'est pas académique, qui est juste une restitution de ce que je pense, c'est un intérêt, un goût très vif, manifesté par quelqu'un, pour une catégorie de choses, pour telle source de plaisir et de satisfaction. Alors, c'est comme on dit, j'aime bien les frites, j'aime bien le sport, j'aime bien le foot, voilà, c'est dans ce cas de figure. Donc c'est un intérêt qui génère du plaisir dans l'absolu. La deuxième, c'est la notion d'affection et de tendresse envers une personne, ou bien un animal, ou bien une chose. Oui, on peut avoir de l'amour pour sa voiture, oui, il y a des gens qui matérialisent et qui déifient leur véhicule ou autre. Voilà, c'est comme ça, c'est sans jugement. Voilà, je pense que vous aurez compris. Ensuite, allons un peu plus loin, dans la notion un peu plus sacralisée, et sur 5 axes. Le premier, c'est donc, il y a différentes catégories. On va dire que la première, c'est l'amour propre. Hein. J'en ai déjà parlé lors des deux autres clés. J'en avais déjà évoqué sur l'amour inconditionnel, clé... j'ai un trou, clé 4 je crois, et la clé 32, sous différents angles. L'idée ne sera pas de le refaire, mais voilà, j'en évoquerai juste l'essence. Mais entre guillemets, la première personne à aimer, c'est vous-même. Ok, c'est pas du narcissisme, c'est un travail sur l'ego, bien entendu, on va y revenir après. Donc, s'aimer soi-même, c'est la première place. Comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment quelqu'un peut vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même? On n'est pas dans l'extrême du narcissisme, de hashtag I love myself, c'est-à-dire selfie, selfish, et je prends des photos de moi-même sous différents angles et ça devient limite un film. Et bien entendu, non. C'est s'aimer soi-même pour ce que l'on est, ce que l'on a hérité, ce sur lequel on a travaillé, etc., etc. On y reviendra après. S'aimer soi-même. L'amour de ses proches, d'accord? Proche, et qui dit proche, est proche de prochain. Prochain, ça veut dire le genre humain dans l'absolu, d'accord? 3, et ce qui est lié, on va dire, à l'amour inconditionnel, mais on va dire, dans ses proches, c'est son environnement, c'est ses enfants, c'est ses parents, c'est ses amis, etc., etc. L'amour charnel d'une personne, d'accord? Donc ça, c'est une intimité, hein, c'est un niveau d'amour encore différent. 4, c'est l'amour, on va dire, plus sacré, spirituel, voire métaphysique, voire mystique, qui est l'âme Aur, hein, O-U-R, A-U-R, O-U-R ou N-O-U-R, c'est le même son, sémitique, des langues sémitiques, arabe et juive, c'est El-Nur, c'est l'un des 99 noms de Dieu, ça veut dire la divinité, Dieu, pareil en hébreu, d'accord? Aour, c'est la lumière divine, d'accord? Donc l'âme Aour, amour, sous-entendu dans le langage des oiseaux, c'est l'amour, donc l'âme, une âme qui, d'essence divine et de lumière divine. C'est pas la lumière des photons, bien entendu, c'est dans l'alchimie, c'est quelque chose de, j'insiste, de métaphysique. Alors, il y a une forme, bien entendu, à l'intérieur de ça, d'amour inconditionnel, d'amour divin, mystique, etc. On y reviendra plus tard.
Ensuite, l'amour sensuel et charnel, c'est-à-dire l'acte d'amour avec une personne, ça se réfère à la clé précédente, la sexualité, mais qui, comme je vous l'ai dit, parfois il y a du sexe sans amour, et inversement, parfois il y a aussi de l'amour sans consommation, sans sexe. L'amour courtois dans la chevalerie, dans tout ce qui est, on va dire, mysticisme moyenâgeux, gnostique, etc., etc. Enfin, bon, ça rentrait dans la dimension culturelle, mais tout ça pour dire qu'il y a aussi ce cinquième élément qui est l'amour dans l'acte. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelque sorte, il y a, c'est pas qu'il y a 5 définitions, il y a 5 aspects de ce même concept, et c'est très étrange, pourtant la langue française est relativement riche, c'est la même chose en anglais, c'est la même chose dans quasiment toutes les langues latines. Bon, la raison c'est que l'origine est latine, donc est commune, c'est logique. Mais j'ai analysé, dans pas mal de langues, c'est le même principe. Il n'y a pas de subtilité, de dissociation, ni de synonyme pour être plus précis. Bon, vous avez par exemple en anglais I love, I like, c'est différent, c'est j'aime bien le foot, I like football. Bon, vous pouvez dire I love football, c'est j'adore, c'est un peu plus intensément. Mais on n'a pas cette différence, comme je viens d'évoquer, dans ces différents éléments. Et en français encore moins. Alors, le premier, l'amour propre, ça se réfère un petit peu, si on le prend, c'est un nettoyage de l'ego, c'est la clé 9, l'identification de l'ego, c'est-à-dire de comprendre pourquoi nous avons cette personnalité. Persona, ce sont les masques qui sont hérités de notre éducation, que ce soit les parents, que ce soit l'école, que ce soit la culture, la religion, pas de religion, la psychologie, le caractère. Enfin, c'est tout ça qui a fait que ça vous a façonné une identité, une individualité, une dualité. D'accord ? Individualité, vous êtes différent de votre voisin, de votre frère, même si vous avez la même éducation. Voilà. Donc, étudier son ego, c'est ça. Ensuite, le nettoyer. 10e point, nettoyer si tant est que ça vous dérange. Si vous avez un caractère de cochon et que vous adorez, très bien. Si vous pensez que c'est pas très bien pour votre entourage, dans vos relations humaines, dans votre communication, voilà, peut-être qu'il faut travailler. Mais bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais disons que ce nettoyage, et chaque individu est invité à le faire. Il n'y a pas un humain, je ne connais pas sur cette terre un humain qui n'est pas invité à le faire. Qu'il l'ait fait, c'est une autre histoire, mais tout au moins, il est invité à le faire. Et ça, notamment, c'est de la chimie, on va dire métaphysique. C'est en fait nettoyer les scories. Les scories, c'est toutes les, on va dire, la suie qui effrôle, entre guillemets, nos ailes, en quelque sorte, pour s'envoler vers d'autres perspectives. C'est le principe en islam de jihad, je l'ai déjà dit plein de fois. Jihad signifie littéralement en arabe la lutte. C'est un combat intérieur, exclusivement intérieur. D'ailleurs, c'est un non-sens de penser que ça peut être extérieur, comme les mauvaises interprétations de certains extrémistes et autres, manipulés, manipulants, etc. Enfin, ça, c'est une vision limitée et limitative. C'est un non-sens parce que justement, on ne peut pas juger l'autre. Normalement en islam. Donc déjà, partant de ce principe, c'est inconcevable un djihad extérieur, c'est-à-dire je vais te tuer pour que tu te convertisses ou que tu deviens une bonne personne, etc. C'est les mêmes déviances qu'il y a eu dans le christianisme. On allait tuer au nom pour convertir les gens, que ce soit les Amérindiens, les premiers chrétiens, et puis ensuite pour pacifier l'Europe, entre guillemets, de l'Empire romain, on allait tuer les gens au nom de l'amour divine, etc. Enfin, c'est un paradoxe, c'est même encore choquant, je trouve, qu'encore aujourd'hui, de nos jours, il y ait encore ces problèmes-là, alors que ça devrait être limite une parodie, en respect avec ceux qui sont morts pour ça, mais c'est grotesque, c'est complètement, bon, je pense qu'on aura compris. Alors, justement, vous avez ça dans l'alchimie, c'est ce qu'on appelle le vitriol. Le vitriol, je vais vous le faire en latin nécessairement, mais ça signifie visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La pierre philosophale, c'est ça. C'est cette essence, c'est le Saint Graal que l'on cherche en nous, une fois qu'on a nettoyé, justement, je reviens sur le djihad, vous avez deux entités, une dualité intérieure, qui est, on va dire, pour la faire très schématiquement, une partie ténébreuse, qui est le petit démon, le petit shaitan, satan en hébreu ou en arabe, qui est l'obstacle à la lumière, d'accord? Donc ça, c'est votre partie ténébreuse qui n'est pas content, qui se plaint, qui voit tout en noir, etc. Et ensuite, vous avez votre petite partie angélique qui serait plutôt de l'ordre de l'unité et là qui s'exprime plutôt dans l'amour inconditionnel. Voilà. Donc il y en a un, c'est plutôt basé sur la peur et sur la haine, qui est une conséquence, et l'autre sur l'union et l'amour. D'accord. Donc c'est une lutte entre les deux. Donc visite l'intérieur de la terre, en fait c'est une introspection. On nettoie tout ce qui ne va pas en nous, en quelque sorte.
De là, on n'a plus de trauma, on est décomplexé, on est en paix. Hein, on est paisible, on est en paix, on est apaisé, on a neutralisé ce qui vibrait en nous négativement avec certaines choses. Pourquoi? C'est comme l'épiderme, si je vous caresse et que vous êtes brûlé, vous bondissez. Donc vous n'êtes plus en réaction dans la vie, mais vous êtes dans l'accueil de la vie. Ça ne veut pas dire que vous cooptez, vous adorez tout ce qui est négatif, c'est-à-dire les aberrations, les injustices, etc. Non, mais ça ne vous empêche pas non plus de vivre, ça n'affecte pas votre rectitude, votre alignement et votre harmonie. C'est ça en fait. Et ça ne veut pas dire de basculer dans du je m'en foutisme, d'individualisme et de, après moi le déluge, quoi. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, mais c'est un travail sur l'ego, c'est très important. C'est lié à, c'est ce qui permet d'accéder à l'amour propre. Et pourquoi je le fais dans cet ordre? Parce que on va voir, notamment à travers, parce qu'on va plus se focaliser sur la notion du couple, bien entendu. On va pas reparler sur l'amour inconditionnel, etc. On va surtout parler du couple, l'amour en tant que couple ou pas. Mais évidemment, je pense que la première stèle, la première marche et démarche, c'est justement ça, c'est de s'aimer soi-même pour les raisons que j'ai déjà expliquées bon nombre de fois dans la clé 9, 10 et d'autres. Alors, deuxième axe, dans l'amour de ses proches, de son prochain dans l'absolu, on va dire que communément, c'est ce qu'on appelle, et vous l'avez dans toutes, j'en reparlerai dans le futur éventuellement, mais vous avez dans toutes les civilisations, c'est vraiment la règle, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, elle est commune à toutes les religions et toutes les spiritualités. La règle d'or, elle est dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans le zoroastrisme, dans l'hindouisme, dans le taoïsme, dans le jainisme, dans toutes, mais vraiment, j'insiste, même les mythes antérieurs, etc. C'est quoi? Elle est simple, elle est dite différemment, mais enfin sous une tournure ou autre, mais c'est toujours la même chose, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas, et c'est plutôt aime ton prochain comme toi-même. C'est toujours cette base de aimer son prochain comme soi-même, donc c'est pas du narcissisme, c'est on respecte l'autre comme si c'était une extension de nous-mêmes, c'est déjà une vision d'une conscience collective, mais qui est l'aspiration de la nouvelle ère, hein, en l'occurrence. Donc, mais ça, j'insiste lourdement, faites vos propres recherches, je l'ai mis dans pas mal de mes bouquins, mais je l'explique ça, lesquels, bon, je les remettrai dans les rubriques, mais c'est vraiment la base de tout. S'il y avait une essence à retenir dans chacune d'elles, et qui est transversale, c'est celle-ci, aime ton prochain comme toi-même, mais pas dans le sens de lui, enfin excusez-moi, à chaque fois je dis la même chose, rouler des pelles, c'est pas ça, c'est le respecter, et comme vous pouvez vous respecter, de temps en temps vous savez que vous avez un caractère de cochon, vous êtes soupolé, etc., vous pouvez malgré tout faire des efforts en un et de un, travailler sur vous, thérapie et autres, et vous appréciez, bon je suis entier, je suis comme ça, j'ai un coup de gueule de temps en temps, c'est pas grave, voilà, c'est ça cette idée, hein, donc vous pouvez le faire avec vous-même, donc vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un. Oui, il est un peu gelou de temps en temps, il est un peu relou, oui, mais je l'apprécie comme il est tel, c'est un personnage, quoi, il est comme ça, il est entier, voilà, par exemple. Alors, ensuite, dans la notion de l'amour charnel d'une personne, bon, ça je vais le redire pas mal de fois et on va passer du temps là-dessus, comme disait le grand Rumi, le grand soufi Rumi, pardon, ce que tu cherches te cherche aussi, loi d'attraction, on le verra plus tard. Ensuite, dans la notion de l'amour, l'amour inconditionnel et autres, qui est plutôt une dimension mystique de l'amour, j'aime cette idée que les personnes qui portent la lumière finissent toujours par se rencontrer parce que le reflet que tu projettes sur l'autre revient toujours sur toi. La notion de miroir dans la vie, plus vous émettez, plus je donne et plus je reçois. Loi d'attraction, de co-création, etc. Mais c'est un principe essentiel pour cette nouvelle ère que l'on est en train de mettre en place. C'est pas la nouvelle ère, je vous ai déjà expliqué, elle ne va pas tomber du ciel, ce sera pas ah tiens un jour se lever comme s'il avait neigé et il y a la nouvelle ère. Non, ça se met en place au quotidien et c'est déjà là. Enfin c'est déjà la première stèle, elle est à partir de maintenant, il n'y a pas à attendre. Comme disait aussi, j'aime beaucoup je la cite assez souvent, c'est Marianne Williamson qui dit « Quand nous permettons à notre lumière intérieure de briller, nous offrons inconsciemment aux autres la permission d'en faire autant. » C'est l'invitation, par ce rayonnement, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ce n'est pas pour briller, mais pour éclairer les autres, pour éventuellement qu'ils trouvent leur propre voie. Voilà, et dernier point sur l'amour sensuel, c'est une union
Hein, c'est une union, quand on aime quelqu'un, je l'ai dans la peau, on n'a qu'une envie la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, c'est de fusionner avec cette personne, être à l'intérieur, orgasmiquement, etc. etc. Et c'est une union, réunion, et on verra qu'il y a une dimension métaphysique, parce que, voilà, réunion de recouvrer cet absolu, on verra flamme jumelle, etc. etc. Alors, pourquoi? Quelle est la raison d'être? Et les champs d'application de l'amour. Bon, on va dire que, je pense que c'est, je vais vous en donner 5, mais c'est assez simple, hein, déjà dans l'absolu. C'est une source de plaisir, de bonheur et de réalisation. Bon, assez simple. 2, ça permet le partage. Oui, l'amour permet le partage. 3, ça permet une bonne santé. Ça, c'est psychologique, physiologique, etc. Ça a été prouvé en laboratoire avec, alors vous allez me dire, l'humain n'est pas un rat, je suis bien d'accord, enfin ça dépend, je déconne. Non, mais il y a vraiment des études sérieuses qui ont été faites au niveau neurologique, d'injection, de stimulation de différents groupes de rats, pour lesquels, il y en avait qui étaient entre guillemets stimulés comme s'ils recevaient de l'amour, l'autre, une autre série, un autre groupe recevait de l'agressivité, de la haine et tout, et le troisième, rien, donc indifférence. Et qui ne survivaient pas à l'épreuve, donc évidemment ceux qui étaient en excellente santé, c'était ceux qui étaient dans l'amour. Paradoxalement, ceux qui survivaient n'étaient pas forcément bien, mais survivaient, et c'était ceux qui étaient stimulés par la haine. Et ceux qui mouraient, c'était ceux qui n'étaient pas stimulés du tout, qui étaient dans l'indifférence. Donc, c'est très intéressant, ce schéma. Ça sous-entend quoi? Évidemment, bon, le premier, je pense que c'est assez simple, hein, rayonnement, Masaru Emoto, je t'aime, cristaux super harmonieux, flocons harmonieux, ok, vous voyez l'expérience sur Internet et les photos, je te déteste, je vais te tuer, etc., complètement disharmonieux. Cela étant, l'indifférence tue, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne stimule pas. Donc, c'est pour ça que parfois, on peut penser que inconsciemment, les gens veulent rentrer en collision pour savoir s'ils sont encore vivants, pour, dans cette notion de bagarre, entre guillemets, c'est un appel, c'est un SOS, Save Our Soul, en anglais ça veut dire sauver nos âmes. Hein. C'est une sorte d'appel à l'amour, et on le verra notamment avec les deux forces qui régissent le monde, à savoir l'amour et la peur, j'expliquerai tout à l'heure, qui est issu, entre autres, du cours en miracle. Alors, ensuite, être en harmonie, individuelle et collective. Bon, je pense que c'est assez évident. Hein. Si vous êtes rayonnant d'amour pour les autres et en plus en couple, etc., bah, c'est le top. Bah, en général, bah, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes en bonne santé, etc. Ça se sent, ça se ressent et vous êtes plus avenant avec les autres, etc., etc. Si vous ne tombez pas dans l'un des carcans, dans les dangers qu'on verra par la suite, possession, possessivité, jalousie, aigreur, peur, etc., etc. Ça, c'est un autre schéma. Hein. Ça, c'est l'Éden duquel on a peur de tomber. Hein. Alors, et dernier, bah, l'amour c'est le ciment définitif, enfin définitif, pas exclusif, mais l'amour c'est le ciment d'une nouvelle société, de la nouvelle ère, tout simplement. Mais ça a toujours été, ça a toujours été en fait une aspiration. Est-ce que ça a été mis en place jusqu'à présent? Non. Et est-ce que ça va être mis en place? Bah, c'est libre à nous, à chacun. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un consensus pour qu'on le fasse. Alors, avant de passer sur les différentes techniques et les conseils, je vous ai dit on va c'est pas philosopher, c'est plutôt essayer d'élargir un peu les perspectives. Et pour ce faire, on va un peu dérouler le sujet. Alors, c'est intéressant, je vous avais déjà dit dans la clé précédente, il y a deux tabous dans l'humain, c'est la mort et le sexe. La mort et le sexe, si on va plus loin, la mort, d'où ce besoin de croyance aussi, qui n'est pas pour compenser, mais un peu aussi, c'est une connexion naturelle, mais aussi Dieu est aussi un palliatif à la peur de la mort. Voilà, c'est ce qu'on se l'avoue pas, mais voilà, ça veut pas dire on croit en Dieu parce que voilà, on a tellement peur de la mort que, mais il y a de ça quand même, ok? Donc Dieu est pas entre guillemets en filigrane ce qui se cache derrière la mort, si on y croit bien entendu. Et le sexe, ben il y a l'amour quand même mine de rien, ok? Donc on va dire que Dieu et l'amour, ce sont les deux tabous aussi de l'humanité. C'est-à-dire que c'est ce qui fait fantasmer, qui fait tuer, qui fait péter un câble, qui fait des choses extraordinaires et par ailleurs qui font des choses absolument horribles en fonction de l'utilisateur et de l'utilisation. Mais disons qu'il fascine, il effraie et on disserte entre guillemets dessus depuis la nuit des temps, et je pourrais vous demander à chacun de vous votre définition de Dieu, votre définition
de l'amour, et peut-être qu'on est 8 milliards d'individus sur Terre, on aurait 8 milliards de définitions différentes, et avec toute l'humanité réunie, 100 milliards, parce qu'il y a eu 100 milliards d'individus sur Terre depuis le début. Alors on peut aussi se dire que c'est une sorte de « je t'aime, moi non plus ». Certains aiment l'amour, certains ont aimé l'amour, certains détestent l'amour, certains en veulent à l'amour, certains ont une dent contre l'amour, ça va, ça vient. Idem pour Dieu. Parfois, il y a des gens qui croient ou qui ne croient pas du tout et que, au soir de leur vie, ils se disent « Ah tiens, ça serait pas mal de croire, etc. » Ou pas, hein, ou ils ont une révélation ou pas, mais voilà. C'est une sorte de « je t'aime moi non plus » dans les deux cas de figure. Vous allez voir le parallèle. Alors, je vais vous citer deux fois, justement, une personne qui me touche beaucoup, c'est Cham de Tabriz. C'est une personne qui a vécu d'ailleurs ici à moins de 300 km avec enfin, il a enseigné Rumi, bon bref, à Konya, en Turquie. Et du coup, enfin, c'est pour moi une personne qui est dans l'ombre de Rumi, mais qui a mis en lumière Rumi. C'est-à-dire que pour moi, c'est son nom, c'est cette personne qui l'a enseigné en quelque sorte. Bon bref, peu importe, mais il dit la chose suivante. Une vie sans amour ne compte pas. Ne vous demandez pas quel genre d'amour vous devriez chercher, spirituel ou matériel, divin ou terrestre, oriental ou occidental. Les divisions ne conduisent qu'à plus de divisions. L'amour n'a pas d'étiquette, pas de définition. Il est ce qu'il est, pur et simple. L'amour est l'eau et la vie, de la vie, pardon. Et un être aimé est une âme de feu. L'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau. Et c'est juste magnifique parce que il a expliqué ce que j'essaie péniblement durant toutes ces vidéos, et notamment là dans les définitions, en disant pourquoi il y a pas 5 mots différents. En fait, ce qu'il dit, c'est comme l'intuition. Vous pouvez définir l'amour conceptuellement quand vous êtes dedans. Je sais pas, j'ai pas les mots, quoi. Je n'ai pas les mots. Je l'ai dans la peau. Cette nana, ce mec, machin. Voilà. Il y a un moment, les mots manquent et le silence s'installe et il y a quelque chose, une présence qui s'installe qui est beaucoup plus forte. Et cette présence, elle est un peu métaphysique parce que ce n'est ni la personne ni vous, c'est cette alchimie qui s'opère entre les deux. C'est pour ça que c'est fascinant. Alors, il y a des gens qui n'ont pas les mots justement pour l'expliquer, mais peu importe, à la limite, c'est de l'ordre du ressenti. Parfois, on le dit, je ne sais pas pourquoi, je suis amoureux d'elle ou de lui, mais on sait que c'est pas un mec bien, ou c'est pas une bonne nana, etc., elle se fout de notre gueule, etc. Mais on n'arrive pas à s'en défaire, on n'arrive pas à s'en départir. Bon, il y a aussi, parfois aussi un petit peu, au niveau de l'inconscient, on est attiré par ce qui nous est interdit, ce qui nous révulse, etc. C'est le principe, pourquoi tant de gens regardent dès qu'il y a un accident, etc. On a peur de la mort, on a peur du sang, on a peur de voir des trucs dégueulasses, mais notre inconscient est plus fort que nous. Je vous dis, ne pensez pas à, je sais pas, tel président ou autre sur les toilettes ou j'en sais rien, ou en train de faire l'amour ou à poil. Forcément, ne pensez pas à un cheval blanc, boum, vous pensez à un cheval blanc. Bon, c'est toujours comme ça. Alors, continuons. Enfin, dans ces deux concepts d'amour et de Dieu, ils sont très proches. Et en quelque sorte, c'est ce que je vous ai dit, c'est cette notion à l'extrême de parèdre. La parèdre, c'est un mot qui est très mal connu, qui vient surtout de l'Orient. La parèdre, on a beaucoup dans le bouddhisme, c'est des statues, et dans l'hindouisme, des statues qui font l'amour, justement, et qui sont des divinités. C'est des divinités retrouvées par cette union. Elles ne sont pas divinités avant, elles sont humaines avant, et parce qu'elles se retrouvent, elles deviennent divinités. Alors c'est notamment quand vous ferez le 2 en 1, enfin le 2-1 dans la métaphore de la Bible, j'ai déjà utilisé, je sais, pour conscientisation et dans le cœur, mais on peut aussi le percevoir dans un autre schéma. C'est dans la Bible, versets 48 et 106 de mémoire. Voilà, c'est quand vous ferez le 2 en 1 et vous direz que la montagne se déplace, et, enfin bon bref, elle le fera, c'est d'être persuadé de quelque chose. Mais ça peut être le 2 en 1, c'est aussi, c'est pas le shampoing, comme je le dis à chaque fois, shampoing après shampoing, non, ça peut être l'union de deux personnes qui créent un autre être, en l'occurrence la matérialisation, c'est quoi? C'est un bébé. Je vous ferai pas de dessin, de là convient évidemment tous. Autre citation de Cham que j'adore, mais qui est vraiment très très belle. Tu peux, et pour voir ce lien entre les deux, tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers, parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue, une église, mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher,
dans le cœur d'un amoureux sincère. Et quand il dit un amoureux sincère, pour moi, c'est pas nécessairement lié au couple. C'est quelqu'un qui aime dans l'absolu. J'en ai rencontré beaucoup dans le caritatif, notamment, mais pas que, ou des religieux sincères, j'en ai vu. Et là, on voit cet amour, en fait. On voit Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, amour deviennent vraiment le synonyme. C'est quelque chose de extrêmement bouleversant, extrêmement touchant. Et quand vous le vivez dans des extases mystiques, c'est ça que vous palpez en quelque sorte. Alors, dans le courant miracle, l'ouvrage, qui est un peu compliqué d'accès, très honnêtement, c'est 30 volumes, mais moi je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est vrai que parfois ça parle pas trop, c'est bien d'être accompagné. Bon, bref, c'est une autre histoire, mais pour le résumer, il y aurait deux forces. Mais c'est pas que le courant miracle, beaucoup de mysticisme hindou, soufi, etc. en parle comme tel. La peur et l'amour. Enfin, l'amour et la dualité, c'est la peur. Et la peur n'est pas... c'est pas un opposé. La peur, c'est un manque d'amour. Et ou une peur de manquer d'amour, de le perdre, etc., etc. Donc, la peur engendre la haine. C'est pas deux entités, la haine et l'amour, non, c'est la peur. Et la peur, en fait, engendre plein de phénomènes. Et d'ailleurs, bien souvent, il y a dans des phénomènes « je fais de la merde »,« je me comporte mal », parce que c'est un appel au secours, je n'arrive pas à me gérer, inconsciemment bien entendu, donc remettez-moi, entre guillemets, dans le droit chemin de l'union, de l'amour, etc., etc. Alors, l'amour, c'est l'union, ou la réunion, si on peut dire, c'est l'unité, c'est l'absolu, c'est la polarité yin et yang conjointement, Ida Pingala. Et la peur, c'est la fragmentation, c'est l'ego, c'est les autres, les méchants, c'est ceci en fait. C'est on se rassure en se segmentant, en se fragmentant. C'est le principe d'exister, je vous l'ai dit plein de fois, exister signifie littéralement et étymologiquement fragmenter. Donc, en fait, il n'y a pas de recette miracle, définitivement pas dans l'amour, parce qu'il demeure tellement d'alchimie. Alchimie, ce sont des combinaisons particulières. Il y a des combinaisons qui fonctionnent en fonction des gens, en fonction des évolutions. Peut-être qu'un couple peut ne pas fonctionner quand les deux personnes ont 20 ans, et qu'elle fonctionnera très bien, ces mêmes personnes, quand elles auront 40 ans, parce qu'elles n'auront pas eu le même parcours de vie, elles n'auront pas les mêmes expériences, etc., etc. Elles sont peut-être plus tolérantes, ou plus chiantes aussi, peut-être que si elles se rencontrent à 60 ans, elles sont des vieux cons, et ça ne marche pas non plus. Mais et aussi, au-delà, c'est que c'est une question d'alchimie et de moment, mais ça peut être aussi, il faut accepter que ça puisse être que, entre guillemets, ponctuel. On ne possède jamais rien qu'un peu de temps. Même si c'est 100 ans, c'est qu'un peu de temps. Ça n'est que un fragment dans l'absolu. D'accord? Donc dans une belle histoire. Alors, ce truc-là, moi, j'ai toujours, depuis que je suis ado, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est conne, cette phrase. Dans le sens de... les histoires d'amour finissent toujours mal. Bande de cons, oui, si elles finissent, c'est que... tiens, on va célébrer notre divorce. Pourquoi pas, j'ai déjà entendu ça. Très bien, alors ça c'est admirable si on y arrive, mais on va fêter notre séparation. Non, mais en fait, on est au top, et là on se sépare. Il y en a sûrement qui le font. Mais vous voyez, la plupart du temps, si on se sépare, c'est que ça ne va plus. Donc ça ne peut pas, entre guillemets, bien finir. Si, ça peut proprement, c'est-à-dire conjointement, il y a un consensus, on se dit, ça va plus, on se sépare, puis on reste bons amis, pourquoi pas. Mais, je pense que vous aurez compris, il n'y a pas besoin que je déblatère beaucoup plus que ça. Alors, dans cette notion d'amour, ce qui est important dans la notion d'amour et du couple, notamment, c'est que le couple évolue, parce que chaque individu évolue. J'aime citer, ça c'est le Tao Te Ching, qui dit une sagesse chinoise, qui dit on ne se baigne jamais dans le même fleuve, parce que la rivière, l'eau est toujours différente, et que l'individu aussi est différent. Donc, l'un comme l'autre fait que l'expérience est toujours différente. Donc, un couple évolue dans le temps. Ce n'est pas un truc figé, cette espèce de tampon qu'on a, soi-disant, avec l'institution qui lui dit voilà, jurez-vous de vous aimer indéfiniment, etc. Excusez-moi, c'est un peu pipeau. Oui, là, en l'occurrence, je pense que on va s'aimer, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça, parce que c'est pas parce qu'on a signé dans le marbre qu'on peut forcer. On peut forcer les sentiments. Alors on va voir, on peut travailler dessus, etc. Mais vous voyez, c'est un peu, cette espèce d'assurance entre guillemets
bon, c'est très contractuel. Enfin, c'est un peu les promesses de campagne n'engagent que celles qui les croient. Hein, c'est toujours la même histoire. Alors, ce que je veux dire aussi par là, c'est on va prendre deux piliers très importants, historiques, et ensuite on verra aussi le fait de désacraliser l'image du couple, qui fait beaucoup de mal et qui est une pure fiction. Enfin, tel que je vais vous le présenter. Alors, historique, et ça va peut-être réfléchissez, mais on a un manque cruel d'historique. J'adore l'histoire, je suis passionné d'histoire, de sociologie et tout, et j'ai beaucoup étudié l'amour à travers le temps et les âges, et quelles que soient les civilisations. Et ben, je vais vous dire un truc, on n'a pas de recul. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de recul parce que le modèle du couple tel qu'il nous est présenté aujourd'hui est totalement contemporain. Alors vous allez me dire, mais non, mais des unions, il y en a depuis des millénaires. Oui, mais pas en l'état. Pas en l'état parce que le schéma actuel, il date, on va dire, d'à peu près une cinquantaine d'années, un demi-siècle, 50 ans, c'est rien du tout. C'est libération des mœurs, mai 68, etc., avec, on va dire, en Occident, mais qui a eu un effet ensuite, le monde est occidentalisé, hein. J'ai vécu en Chine, c'est un monde occidentalisé, l'Indonésie, enfin, à part le Turkménistan, Corée du Nord, et je sais pas, peut-être Bélarus, et encore, la plupart des pays sont occidentalisés. Okay, du système, et puis de plus en plus des mentalités. Bon, ça c'est comme ça. Mais et pour preuve, on le verra sur la notion du pourcentage de divorce. Donc, ce modèle sociétal, ce modèle de couple est très très récent, on n'a pas de recul. Donc, on n'a pas de recul en science, on a toujours un protocole expérimental, et dans la médecine, où on a besoin de pas mal de témoignages, et surtout de le voir, l'évolution sur le long terme. Et les mutations, etc., etc. Enfin, bon, les évolutions en quelque sorte. Donc, le grand changement, ça a été mai 68, mais pas qu'en France, hein, c'est dans le monde entier, Peace and Love aux États-Unis, etc. Et le précède quasiment, hein, c'est dans la même période. Mais c'est le poids, on va dire que pour la faire simple, c'est les deux guerres mondiales, bon, 3 pour la France et l'Allemagne, donc 2 guerres mondiales qui terrassent le monde, l'humanité, qui a perdu son humanité quand on a vu les camps, quand on a vu le goulag, etc., etc. Et il y a un moment, il est interdit d'interdire ce mouvement. On a ras le cul de dire, voilà, nos pères, vous arrêtez de nous gonfler avec vos guéguerres de clochers. Aussi, c'est-à-dire le poids des institutions commence à se dissiper en disant non, mon corps, je refais ce que je veux, j'ai le droit à la jouissance, etc., etc. Et ça a impliqué beaucoup. Qu'est-ce que ça a impliqué? C'est la libération des mœurs dans l'absolu. Le poids de l'Église, des institutions. On va avoir peur. Le divorce, avant, on ne divorçait pas. C'était pas bien. Dans le christianisme, c'est pas bien. Autant en islam, dans le judaïsme, c'est accepté. C'était très mal vu avant les années 50, avant les années 60, de divorcer. C'était très rare d'ailleurs. Alors, libération des mœurs, libération, le droit à la jouissance, etc., etc., du plaisir. Oui, avant, jouir, oui, c'est tabou, machin. La libération de la femme. C'est pas un mythe. La libération de la femme, c'est juste à cette période. Le droit à la jouissance, la liberté de la femme, et notamment, et c'est pas du tout machiste ce que je vais dire, c'est juste une réalité sociologique, financière. Un truc hallucinant, je suis né en 1980, j'ai déjà dit pour la clé précédente dans la sexualité. En 1965, dans le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire la France, la femme a le droit à un compte en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, comme ça elle peut faire du shopping? Non, rien à voir, ça c'est très matérialiste et très limitatif. Mais ça veut tout simplement dire que 15 ans avant ma naissance, donc je suis pas si vieux non plus, donc c'est quand même relativement récent. Il y a 15 ans, faites-vous le calcul, c'était en 2007. Donc c'était, pour moi, c'était hier quand même. Et donc, ce laps de temps fait que la femme, avant, n'a pas le droit à un compte en banque. Donc, qui dit pas compte en banque, je dis pas de chéquier et autres, en fait, elle est complètement dépendante de son mari. Elle ne peut pas dire chérie, je te quitte parce que tu me trompes, parce que je ne t'aime plus, parce que j'en aime un autre, mais ça ne marche pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous n'avez pas d'indépendance. Donc, qui dit une indépendance financière dit liberté, mais une liberté de conscience, une liberté, c'est de l'asservissement en quelque sorte avant ça. C'est juste incroyable de se dire ça et que ça arrivait aussi tard. Et il y a encore des pays, c'était plus tard, mais un pays comme la France, c'est limite inquiétant. Alors oui, avant ça. Déjà, il n'y a pas de mariage historique d'amour, très peu.
C'est dans un village, donc ah tiens, la petite du Jeannot, elle est avec le, ah bah on va les marier, tiens. Ah bah, non mais moi j'avais le béguin pour l'autre et on n'a rien à foutre. Arrangement. C'est une légende. Le mariage d'amour est une légende. Il y a peut-être, allez, 99,9% de couples arrangés. Avant, j'entends au siècle précédent, et dans toutes les cultures, hein, que ce soit française, européenne, africaine et autres, c'est systématiquement des arrangements. On apprenait, j'ai bien dit, on apprenait à s'aimer, ou tout au moins à ne pas se détester, à cohabiter, et où bah, on faisait semblant, tout simplement. Donc, cette histoire d'idylle, de romance, de l'amour, oh l'amour, tous ces archétypes, je suis désolé, hein, je vais un petit peu casser le mythe, ça ne veut pas dire que j'y crois pas, je vais vous dire après, mais tout ce truc qui frustre l'individu, etc., n'existe pas dans l'histoire. Roméo et Juliette a peut-être existé en tant qu'archétype, mais c'est une micro-phénomène, c'est un microclimat, c'est un micro-phénomène parmi tant d'autres. Ok. Et sinon, si d'aventure il y en a eu, des amours comme tels, ils n'étaient pas légitimes. C'est pour ça que vous avez à peu près 10% de ce qu'on appelle des enfants illégitimes, adultérins, c'est-à-dire, comme disait Da Vinci, Léonard de Vinci qui en était, fils d'enfant, on l'appelait le bâtard, il disait toujours, non, je suis l'enfant de l'amour. Parce que sa mère avait aimé un homme, on l'avait orienté sur un autre vieux, etc. Bon, après il était mort, etc. Et donc elle avait eu son gamin. Donc c'était un enfant de l'amour. Et non pas, bon, bref, c'est pas un jugement, mais... Donc, c'est fantasmé, c'est romancé, c'est une rêverie, une poésie qui est délicieuse. Hein. Lire les bouquins et tout, c'est beau, c'est à l'eau de rose, etc. Ça émoustille l'imaginaire, etc. C'est bien, mais dans le sens, oui, ça n'existe pas, en quelque sorte. Enfin, et encore une fois, j'insiste, il y a probablement des exceptions, mais en général, c'était des arrangements de famille. Et il ne faut pas penser que c'était uniquement les paysans ou les classes sociales déshérités ou enfin modestes. C'était aussi au niveau de la haute société. C'est-à-dire, c'était des alliances politiques, c'était des arrangements, c'était de la diplomatie. En gros, j'étais roi de Prusse. Tiens, je te file ma fille, je mariais avec, j'en sais rien, l'Empire Ottoman pour pacifier la région parce que sinon on se foutait sur la gueule, on était en guerre. Bon tiens, je te file ma fille, tiens, tu te maries, etc. Et ça évite qu'on... C'était ça, hein, c'était vraiment ça. Donc, je suis désolé, mais historiquement, ça n'existe pas. Donc, l'image du couple, elle est très récente. Donc, qui dit très récent, dit encore expérimentale et évolutive encore. Deuxième pilier très important. La désacralisation de l'image, je dis bien inventée du couple, saupoudrée par Hollywood, la romance, les bouquins et tout, mais surtout l'industrie du film. C'est-à-dire que vous avez un truc, quand vous regardez Hollywood ou même Bollywood, c'est romancé, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil dans les couples, les nanas sont canons, elles sont maquillées au réveil. Ça c'est magique quand même. Hein. Les mecs pareils, tout le monde est bien, tout le monde est dispo, etc. On pue pas de la gueule le matin, on va pas aux toilettes, etc. On est des statues. C'est juste coupé, on l'a refait, machin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La preuve, toutes les stars. Regardez si vous êtes dans les potins, les machins, les people, les machins, les trucs à la con comme ça. Enfin, on peut regarder, mais voilà, ces trucs, qui sont légers, quoi. Il n'y a pas d'amour idyllique, il y en a très peu. Donc c'est pas eux qui incarnent ce qui fonctionne. Donc, tout ça pour dire que, oui, pourquoi je dis, c'est bien de rêver, bien entendu, hein, les films d'amour et tout, je suis pas en train de fustiger, je dis juste que si l'on s'identifie et qu'on aspire à ça, des Hollywood et des Bollywood, évidemment on est frustré. Évidemment, on se dit, ah oui, mais regarde, lui, regarde, mon copain, lui, il vient pas avec des fleurs ou il fait pas un truc de fou, il arrive en avion, machin, avec une rose et tout. Ouais, enfin, ça, c'est un film. Hein. Voilà. Et donc, du coup, en fait, on est dans une attente d'une idylle qui n'existe pas. C'est l'Arlésienne. C'est vraiment, littéralement, l'Arlésienne qui n'existe absolument pas. Donc, c'est aseptisé. C'est une magie aseptisée éternelle. C'est bien de rêver, hein. Je dis pas croire au Père Noël, etc. C'est mignon. Mais le problème, c'est que quand ça altère les relations humaines, je suis désolé, Bollywood, c'est marrant, mais dès qu'on a un conflit, on se met pas tous à danser en foule, etc. Enfin, faites-le au bureau, vous allez voir, les gens ils vont se marrer, quoi. Enfin, vous aurez bien compris. Et en fait, c'est un petit peu l'image recherchée des adolescents, des adolescents, c'est-à-dire la partie adulte, c'est aussi d'être mature sur la réalité de la vie. Et notamment la dureté de la vie, et notamment la maladie, la mort, etc. Tout ce qui fait aussi partie du couple.
Le couple, c'est pas aseptisé, c'est pas que du fun, du plaisir, etc. Enfin, sinon, j'ai rien compris. Et c'est peut-être ça qui fait un tort à beaucoup de gens qui aspirent à un truc extraordinaire. Mais c'est un petit peu comme, quand je dis une vision d'adolescence, c'est un petit peu, c'est un amour de vacances, quoi. Une histoire sans lendemain, petit truc à la con quand j'étais ado, je crois. C'était une chanson comme ça, et c'est une histoire de vacances, une histoire sans lendemain. Ben écoutez, c'est le même délire. Vous faites une rencontre, vous êtes célibataire et vous rencontrez une personne sur 15 jours dans les lagons, machin, vous êtes beau, bronzé, machin, dispo, pas de contraintes, on fait que des activités sympas, on n'a pas le métro, on n'a pas le stress, on n'est pas... c'est pas difficile hein, de vivre l'idylle comme ça, oui, sur une période très courte. Et puis c'est marrant parce que, tiens, non, mais j'ai trop kiffé et tout, je vais la revoir, je vais aller, j'en sais rien, elle habite au Canada, elle habite, je sais pas, machin, je vais la revoir et tout. Et puis finalement, ah tiens, ça continue à bien marcher. Et puis après, on s'installe. Et puis après, ah tiens, c'est plus la même chose. Ah tiens, on n'est plus bronzé. Ah tiens, on n'a pas les lagons. Ah tiens, il faut payer les factures. Ah tiens, il y a les gosses qui gueulent. Ah tiens, il y a ça. Ah, il y a la belle-mère. Ah machin. Ah tiens, c'est... Bah ouais, ça fait partie du package. Et donc, je suis pas en train de défoncer l'amour. Hein. Vous inquiétez pas, on va revenir à un concept un petit peu entre les deux, justement, la voie du milieu. Alors, une explosion des divorces. Ben, c'est une réalité. L'explosion des divorces, il y a des gens qui sont frustrés en disant ouais, mais c'est inquiétant, il y a 50% en Europe de divorces. D'accord? Ça, j'y reviendrai parce que c'est un peu comme un sondage, c'est un référendum. Être pour ou contre le mariage, bah, c'est pas pour ou contre, c'est plutôt à 50%, ça marche pas. Donc, l'état aujourd'hui du mariage n'a pas l'air de très bien fonctionner. Et on va voir un petit peu pourquoi. Alors, peut-être qu'on fait moins d'efforts, ça c'est une des possibilités, mais encore une fois, c'est certaines personnes et certains couples, c'est pas tout le monde. Dans une société consumériste, matérialiste, du zapping, où tout doit aller très vite, se passe vite, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'on fait peut-être moins d'efforts, et aussi parce qu'on a ce truc toujours en inconscient, je pourrais toujours trouver mieux. Il y a une espèce de truc comme ça, beaucoup de gens se disent, je pourrais toujours trouver mieux. Le prince charmant, la princesse charmante, etc., avec le full combo, c'est-à-dire la perfection, qui n'est pas de ce monde, nous ne le sommes pas, donc pourquoi trouver et aspirer à quelqu'un de parfait, et ou bien ces trucs où, je sais pas, communément on entend, ah tiens, ils ont fait un enfant pour souder le couple. Allô? Souder le couple. Donc vous n'êtes pas bien, vous allez penser que faire un môme, ça va vous souder. Je suis désolé, c'est peut-être un peu plutôt l'inverse. Hein. Si votre couple est déjà super solide avec un gamin, c'est magnifique, c'est beaucoup de bonheur. Il faut se lever la nuit, il faut machin. Enfin, si on n'est pas très bien à la base, pour moi, enfin, c'est le crash test. Quoi. C'est évident que ça pète très rapidement. Enfin, ça n'engage que moi, encore une fois. Mais avant, ne divorcez pas. Avant, pourquoi aujourd'hui, c'est peut-être qu'avant c'était plus hypocrite. Donc ça, faut aussi sortir du schéma de jugement. C'est-à-dire, le divorce, c'est peut-être plus honnête. Les gens qui divorcent, ils restent pas ensemble, soi-disant pour sacrifier, pour faire genre, pour faire une bonne figure, parce que le poids des institutions, etc. Le poids des institutions d'avant, le regard, le jugement communautaire. On l'a vu, la servitude des femmes, qui cache son nom, mais encore une fois, l'indépendance, les femmes ne pouvaient pas partir, donc forcément, voilà, ça fait aussi tout ça. Je vais vous dire un truc. Einstein, vous allez comprendre le parallèle. Einstein, quand on lui posait la question de s'il croyait en Dieu, il disait si vous me demandez si je crois en Dieu, justement, dites-moi ce que vous entendez par Dieu, je vous dirai si j'y crois ou pas. Moi, c'est un peu la même chose. Je vais vous dire, si vous me demandez si je crois en l'amour, on va déjà clarifier la conception. Bien sûr que j'y crois. Et j'ai aimé l'amour, j'ai eu peur de l'amour comme tout le monde, surtout hypersensible, machin, un peu fleur bleue, etc., etc. Mais de la manière dont on nous le vend, j'ai bien dit, on nous le vend à crédit, on a bien compris le jeu de mots, dans cette société consumériste, matérialiste, idéaliste, idéalisée d'idylle, non, j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois pas et j'ai pas envie d'y croire. Parce que c'est beau, les paillettes, les machins, le show, le truc, plein les yeux, machin, ponctuellement. Oui, c'est mignon, mais je ne crois pas que ça peut être périn dans le temps. Je n'attends pas ça et je ne l'ai jamais rencontré. Et je pense pas que ce soit... En fait, ça, c'est de l'ordre de la perfection. C'est comme si on cherchait le paradis sur Terre parfait. Alors que justement, il n'est pas extérieur, il est là, il est dans la complétude. Dès lors que vous êtes dans la complétude, eh ben, le paradis, il est partout. Et cet amour, il est partout. C'est-à-dire que même les petits défauts de la personne deviennent mignonnes, touchantes.
des petites engueulades deviennent touchantes et font partie du jeu. C'est-à-dire que la perfection n'est pas de ce monde dans la vie. Moi, je connais pas de gens qui n'ont pas eu des pleurs, des déboires, des tristesses, des dépressions, des machins, enfin des moments avides, des moments de doute, des moments de deuil, etc. J'en connais pas. Si vous en connaissez, franchement, faites-le moi savoir parce que peut-être c'est des bébés, donc ils n'ont pas eu de l'expérience de la vie, mais j'en connais pas. D'accord? Donc, et dans l'histoire, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Donc, il n'y a pas de vie comme telle, il n'y a pas de personne qui soit parfaite. Il y a forcément, on a tous, même le mec qui serait, ou la nana qui serait extraordinaire, etc. Il y a forcément un petit, c'est pas vice nécessairement, mais une faiblesse, un machin, enfin, c'est logique. Et 3, le couple, trouvez-moi un couple extraordinairement épanoui où ça va tout le temps au top du top. Ben, moi, j'en ai connu un, c'était mes pas grands-parents, mes arrière-tantes, et c'était pas du tout équilibré. C'était limite une dévotion qu'elle avait envers son mari. Bon, bah, il s'aimait comme ça, mais c'était pas vraiment des plus équilibrés. Donc voilà, après, noces d'or, 50 ans de mariage, etc. C'est beau, hein, dans l'absolu, mais sinon, à part ça, j'en connais pas. Donc ça veut dire que il n'y a pas de perfection. Donc je crois, en effet, à la beauté de l'amour, comme je crois à la beauté de la vie. Mais la beauté de la vie, dans le sens, il y a des hauts et il y a des bas. La beauté de la vie, la mélancolie de la vie est une beauté de la vie. Et de même, les hauts et les bas sinusoïdales d'un couple fait que ça évite la platitude, fait que c'est en fait l'encéphalogramme du cœur qui bat au final. Pour voir la magnificence d'un arc-en-ciel, il faut en apprécier la pluie et le soleil. C'est métaphorique, mais c'est ça aussi. Et donc, si on attend que du soleil tout le temps, et ben d'ailleurs, quand on habite dans un endroit où il fait toujours du soleil, on ne voit plus le soleil. Donc de temps en temps, il pleut un bon coup, et on se dit « Ah merde, putain, c'est vrai que c'est comme ça quand il n'y a pas le ciel bleu. » Donc, ça met en relief finalement. Donc, en effet, un parallèle que je pourrais utiliser sur un film, est-ce que vous le connaissez, beaucoup de films où ils sont heureux, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ça se va bien, ça se va bien, ça se va bien, et ils eurent beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de film. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, dans un film, dans une histoire, quand on écrit des histoires, un roman ou autre, il y a forcément une situation qui peut être très très bien au départ, ou bien pas, mais en l'occurrence, il faut une cassure, il faut une rupture, il faut une intrigue, et donc un dénouement, un déroulement, etc., une résolution du problème, et à la fin, ils peuvent s'embrasser et avoir plein d'enfants, ok, mais il faut qu'il y ait nécessairement ça. Enfin, vous allez me dire, c'est pas obligatoire dans une vie. Non, c'est pas obligatoire, ni dans un couple, ni dans une expérience de vie, mais en l'occurrence, c'est souvent comme ça. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, nous vendre un truc aseptisé d'un couple toujours parfait, machin, ma chérie, et tout, pub Kinder, ben oui, ça fait que, comme Instagram, encore une fois, un tiers des gens sont frustrés de leur vie et parce qu'ils voient la comparaison à l'extérieur, et ben ça fait la même chose, à mon sens. C'est pour ça que je pense que oui, apprécier et concevoir que votre couple peut être parfait dans l'imperfection, c'est-à-dire c'est pas tout acheter, hein, bien entendu, mais déjà on se détend. Parce qu'on n'est pas dans la frustration de se dire oui, les autres c'est mieux, ou il y a mieux ailleurs. Forcément, non, pas forcément. Alors aussi, je pense, en plus franchement, pour revenir sur cette histoire de la platitude même au top, il y a un moment c'est chiant à mourir. Hein, et qui dit chiant à mourir, il n'y a plus de vie. Donc, au-delà de ça, c'est que moi, c'est à titre personnel ça, hein, je pense qu'il faut ni se forcer, mais ni faire d'acharnement thérapeutique, mais quand même faire des efforts. Donc encore une fois, on est dans la voie du milieu. C'est-à-dire le côté ouais, j'ai divorcé parce qu'elle a cassé, enfin c'est exagéré bien entendu, elle a cassé un verre ou il a fait trop cuire le gratin, j'en sais rien. Évidemment, j'exagère. Donc pour le moindre truc, on lâche l'affaire ou acharnement thérapeutique. Non, mais je sais pas, en fait, il me tabasse, il me trompe tout le temps, mais je sais que c'est sa manière de m'aimer. Bon, après, ça dépend, chacun choisit ce qu'il veut, mais il y a un moment... bon, je pense que vous aurez compris. Là, c'est un peu extrême, hein, mais... Alors, savoir ménager sa monture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important aussi de considérer que, un couple, une belle histoire d'amour peut être aussi ponctuelle. C'est-à-dire que ça peut... Enfin, de remettre du bois dans le feu. C'est-à-dire être créatif, réinventer, se reséduire, ça fait partie. Oui, de temps en temps, on aime un peu moins, on aime toujours la personne, mais on l'aime un peu moins qu'au premier jour. On a pu... Pourquoi? Parce qu'on s'est aseptisé, parce que les stimuli ont disparu, parce que la biologie a fait son travail. C'est comme ça. Donc, on peut le restimuler ça, on peut le réactiver, mais c'est pas le même amour.
Parce que le premier amour de petits papillons, machin, etc., dans le ventre, etc., c'est mignonné, mais il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas la connaissance, la première fois qu'on fait l'amour, machin, etc. Tandis que quand vous connaissez bien la personne, vous savez exactement chaque parcelle que vous avez parcouru, bon, on va pas aller trop loin, calme-toi, vous avez bien compris, d'épiderme, etc., vous savez comment elle réagit, vous savez comment vous adapter, donc vous êtes en confiance, etc., etc. Eh ben, c'est pas le même amour. Les souvenirs qu'on a en commun avec une personne, ça se construit un amour. Et ça c'est un amour différent, c'est un amour fort en fait. Évidemment, c'est pas. C'est un petit peu comme si on comparait quand on est ado, quand on est, je sais pas, moi je vois par exemple les étudiants, ils me disent parfois j'ai trop peur d'aller dans la vie active, ça va être chiant, on peut plus faire la fête et tout. Mais détrompe-toi mon gamin, bien sûr qu'on peut faire toujours la fête. Et tu vas voir, en plus c'est encore plus cool parce qu'on a une assurance financière, machin, etc. Après, enfin, on est plus détendu. Donc oui, on a plus de contraintes, peut-être, etc. Mais moi je ne regrette aucunement mon passage de l'adolescence, encore moins de mon enfance. Parce que, bon, encore une fois, c'est la même chose, c'est différent, c'est des moments différents de vie. Donc, penser que le début va être à étendre sur l'infini, je pense que c'est être un peu utopiste. Mais c'est possible, peut-être, j'en sais rien. Mais rien que mécaniquement, c'est pas possible. Mais sur un plan des stimulés et du corps. Mais disons que, encore une fois, c'est remettre du bois dans le feu de l'amour. Alors, au-delà, et ça on va en parler, dans les techniques et autres, je ne crois pas, enfin, je vois que ça existe, mais je ne vois pas le couple comme une béquille. Je ne vois pas l'autre comme une béquille. Et pourquoi? Parce que je vois l'autre comme un partenaire, un compagnon. J'aime ce terme, un compagnon, compagnonne, je ne sais pas si c'est un compagnon avec laquelle on fait un chemin de vie, on chemine et on s'accompagne, on s'épaule, mais on n'est pas dépendant. Une béquille, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire en fait, beaucoup de gens ne sont pas équilibrés à la base et vont chercher dans l'autre pour compenser ce qu'ils n'ont pas, une assurance de soi, un charisme, etc. Plein de trucs qu'ils peuvent ne pas avoir. Et ben ça. Au début, ça marche bien parce que ça compense, mais au bout d'un moment, on se rend compte de ça et consciemment ou inconsciemment, il y a une dépendance qui s'opère, une peur de perdre la personne parce que si jamais cette béquille s'en va, bah, vous ne savez plus marcher, ok, vous êtes terrassé. Donc du coup, se créent des potentiels jalousie, peur, frustration, etc., et qui altèrent le bon fonctionnement du couple. Donc, cette idée de fragilité en quelque sorte. Alors, si on continue, comme je vous ai dit, l'amour, enfin si on va plus loin, on peut avoir une dimension alchimique. Oui, c'est une révélation, enfin c'est une manifestation divine quelque part. L'amour est un combustible divin, selon moi, que ce soit dans le couple ou autre, et qui est de l'ordre de la transcendance. Voilà, mais bon, on va pas trop aller loin sur ce terrain, même si on pourrait. Mais donc évidemment, dans une société matérialiste, peu de gens le voient comme tel. Hein. Ça veut pas dire que, je reviens sur ce que j'ai dit avant, idéaliser, etc. On peut romancer la vie. Hein. Je le fais, hein, vous le voyez au quotidien. Et si je ne l'avais pas eu fait, je serais mort d'ennui, je pense, et puis de chagrin, probablement, dans l'absolu, dans cette mascarade et parodie de la vie. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas idéaliser, mais pour autant, on peut quand même romancer la vie. Romancer, ça veut dire romantique avec une fleur nécessairement dans les trucs, genre Italian Lover, hein, c'est pas forcément ça. Alors, que ce soit le niveau 1, qu'on avait vu, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est systématiquement une quête d'unité. D'accord? L'amour est une quête d'unité. Même avec des enfants, etc. C'est quand vous êtes en fait en amour, c'est vraiment un truc métaphysique. C'est-à-dire c'est une sorte de... Wow. En fait, vous perdez, vous diluez l'ego, c'est-à-dire votre enveloppe, votre cellule, et vous la réintégrez au poumon cosmique en quelque sorte, hein, la respiration cosmique de la vie. Vous êtes scotché, en fait, le temps se suspend. Et c'était ce qu'on avait vu avec cette notion d'aleph en fait. Comme je vous ai dit, l'existence, la dualité, exister signifie se séparer, on vient de l'absolu avant de s'incarner, bon, si on y croit bien entendu, hein, et on s'incarne dans la matière, dans la densité. D'accord? Donc, en quelque sorte, oui, quand l'amour pour des gens nous fait recouvrer cette unité. C'est-à-dire qu'en fait, elle dépasse l'individu, elle dépasse cette dualité.
on est tellement connecté avec une personne, mais d'amour, je veux dire, un pote, on peut être en amour d'un pote, hein, j'entends, hein, on va pas se rouler des galoches nécessairement, hein, c'est pas ça, mais et là, en fait, une communion se rétablit. C'est pour ça que de temps en temps, quand vous avez une bonne connexion avec quelqu'un, c'est de l'amour. Mais c'est pas de l'amour charnel, machin. Mais ça, dans le couple, évidemment, c'est encore plus fort. C'est un degré encore plus fort. Alors, je vais vous faire part, justement, parce que c'est très proche de la notion des flammes jumelles. C'est une petite histoire que j'ai inventée quand j'étais adolescent. Et que j'ai eu le loisir de lire dans un discours, en l'occurrence pour le mariage de ma sœur en 2009, pour lequel, bon, une petite aventure et mésaventures s'est produit juste après, et c'était très rigolo, enfin très rigolo, et les clins d'œil de la vie. Alors, je vous la lis, encore une fois, c'est l'adolescent qui parle, donc qui évidemment a maturé, qui a mûri, mais qui est encore très proche, parce que pour moi, je le ressens comme une flamme jumelle. Alors, avant toute création, chacun était une petite pomme dans l'arbre des possibles, sorte d'Éden dans un monde céleste, un monde suspendu. Or, afin de se matérialiser dans la réalité, chaque pomme, une fois assez belle, assez mûre et assez solide, tombait sur terre. Au contact du sol, de la matérialité et non plus de l'espace-temps suspendu, cette même pomme se scindait en deux et faisait le tour du monde pour in fine se retrouver et s'unir à nouveau à jamais, et ainsi vieillir ensemble, de la pourrir conjointement, en créant l'humus, même racine que l'homme, et ainsi en donnant naissance à une multitude d'autres petits pommiers et autres progénitures. La difficulté était de se retrouver dans la mesure où la simple désorientation de l'ordre du moindre gravillon et de la légère brise faisait que la trajectoire pouvait changer, et ce, même de l'ordre du millième de seconde, la sous-segmentation du degré étant la seconde, vu qu'avec le temps et la distance, celle-ci se verrait vue amplifiée dans son espace-temps. Bien sûr, il existait des pommes qui se ressemblaient, mais la chimie n'était pas tout à fait la même. Alors, évidemment, c'est l'histoire des flammes jumelles, en quelque sorte. Bon, je ne connaissais pas le terme de flammes jumelles quand je l'écris, j'avais 15 ans. Hein. Les flammes jumelles, beaucoup en parlent, beaucoup l'idéalisent, beaucoup... en fait, de même, focaliser exclusivement là-dessus, fait que peut-être beaucoup de belles histoires, pas parfaites, juste des belles histoires, le bien est déjà excellent pour moi, selon moi, on passe à côté. Pourquoi? Parce que, ah non, c'est pas vraiment exactement le top du top, c'est pas la perfection. Mais oui, mais elle n'est pas de ce monde. Donc la quête systématiquement de la flamme jumelle, détendons-nous 2 secondes. Une flamme jumelle, par principe, c'est l'histoire de la petite pomme. Oui, alors... on peut, comme les gamins, forcer dans, tu sais, vous savez, les jeux de puzzle où ils forcent comme des malades et ils le pètent le truc et ça marche pas. Là, c'est un peu pas mal de couples font ça. Mais dans la notion de flamme jumelle, si c'est votre flamme jumelle, eh ben, elle apparaîtra. Il faut savoir aussi que, honnêtement, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui se retrouvent. Il y a plusieurs combinaisons possibles, n'en déplaise à certains, parce que dans un absolu, il n'y a plus cette question de possession, etc. Aussi, on s'incarne avec une entité, mais enfin, on peut s'incarner en plusieurs personnes. Ça, c'est encore un autre délire. Référez-vous au grand mysticisme hindou et bouddhiste. Bouddhiste, oui, j'ai bien dit. En fait, oui, dans cette quête d'absolu, toujours de perfection, c'est un petit peu comme si, du même ordre, vous disiez « Ah non, mais je serai heureux quand le monde sera en parfaite harmonie. » Ben, je suis désolé, mais... il va falloir peut-être vivre pendant plusieurs milliers d'années, hein, j'en sais rien, mais vous voyez, donc c'est un peu la même histoire. Donc cette quête, ça c'est romancé, mais quelque part aussi, c'est important de se dire, oui, elle viendra ou pas à moi. Et il faut savoir que les connexions de flammes jumelles, en général, c'est difficile. Hein. Ça fait des grosses étincelles au départ, ça fait même des trous. Hein. Et d'ailleurs, il y en a qui arrivent à comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Hein. C'est aussi possible. Donc s'aimer à distance, c'est aussi possible. Hein. C'est encore une autre histoire. Ouais. Parce que ça, sans nécessairement entendre la fin, j'adore Jean-Jacques Goldman et qui dit une très belle chose. Il y a une question dans Je t'aime qui demande « M'aimes-tu toi ?» C'est très vrai. Mais le véritable amour, c'est de rien attendre en retour. Je vous ai déjà expliqué, j'ai créé cet archétype de personnage, c'est tiré de quelque chose de vrai, du grand-père qui tombe amoureux d'une personne, il a aimé cette personne toute sa vie, à distance, ils ne se sont jamais, ils ont jamais consommé, et pendant des années, ça restait, il n'arrivait pas à s'en défaire, et à un moment, il dit « j'accepte ». J'accepte parce qu'en fait, cet amour est beau, donc je le conserve, elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais,
et elle est décédée d'ailleurs, et machin, et il ne le voit pas de manière larmoyante, mais il remercie. Et c'est, enfin pour moi, c'est quand même super beau. Hein. Et ça saurait faire une des chansons de Goldman qui est pas très connue, qui dit un petit peu de toi, qui me tiendra chaud dans mes hivers, un peu de toi qui disparaît pas, ou un truc comme ça, et je trouve ça super beau. Enfin, très très touchant et profond à la fois, parce que justement, c'est pas que cette notion d'attendre en retour, etc. Bon, alors, on va faire le lien, encore une fois, avec, et on va y arriver hein, sur les conseils et techniques. Je sais qu'on allait prendre du temps, et peu importe, c'est la dernière. Sur cette notion, je vous l'ai déjà dit, c'est une phrase d'Elis Shafak, qui est une grande écrivaine turque et à la fois française, qui disait la chose suivante: peu importe qui nous sommes, peu importe qui nous sommes, peu importe qui nous sommes et où nous vivons, tout au fond de nous, nous nous sentons tous incomplets. C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentons le besoin de le retrouver. Quel est ce quelque chose? La plupart d'entre nous ne le retrouveront jamais. Et parmi ceux qui y parviennent, plus rares sont encore ceux qui partent à la quête. Alors ce qui est le plus important dans cette phrase, je pense que c'est le passage « nous nous sentons tous incomplets ». C'est comme si nous avions perdu quelque chose et expérimentons le besoin de le retrouver. Alors beaucoup de gens pensent que c'est l'amour. Et j'ai posé cette question beaucoup à des gens, et la plupart des gens pensent que c'est l'amour. Et moi, j'ai toujours vu dans cette première truc que c'était Dieu. Et en fait, je me rends compte que tout le monde a raison, parce que je pense que c'est juste recouvrer cet absolu duquel on vient. Bon, bon entendeur, salut. C'est la notion de l'Aleph, comme j'ai parlé dans la sexualité. Ce n'est pas que la sexualité, c'est un moment suspendu duquel vous êtes tellement connecté à une personne à un moment qu'en fait, ou à vous-même, hein, parce qu'il y a un petit aleph aussi, vous êtes individuel, vous êtes suspendu. Et vous l'avez, on l'a tous eu à un moment où vous êtes ébahi devant une pièce, je sais pas, d'art, un paysage, une scène de vie, une mère et son enfant, j'en sais rien, un accouchement, enfin des choses qui vous transcendent, et là on retrouve ce qu'on appelle l'Aleph, l'admiration, etc., etc. Alors, je vais pas le redire la même chose, hein, mais dans une société du zapping dans l'amour, c'est évident que multitude d'opportunités, le monde marchand, d'un monde pré-mâché, avec des petites applications, et tic, des scrolling et machin, j'aime pas, etc., où on est servi comme des sushis, etc., et puis j'aime pas, je consomme. C'est sûr que ça peut faire flipper un petit peu. Ça peut faire flipper parce que on peut toujours trouver beaucoup mieux, plus vite en fait. Et moi, je me souviens d'étudiants qui m'ont dit dans mon bureau, ils me disaient, enfin évidemment on parle de tout, hein, et souvent le soir parce que je suis sur un campus, donc en général on refait le monde, et il n'y a plus le prof, machin, c'est voilà. Et c'était touchant parce que des témoignages de mecs ou de nanas qui me disent, elles ont 23, 24 ans, ouais, c'est flippant, notre période est flippante parce que, ouais, même si on a envie de construire quelque chose de solide avec quelqu'un, au vu des sollicitations qu'il y a un peu partout, et je me mets à la place, ouais, ça doit être flippant. Encore une fois, c'est pas un modèle, un schéma, il faut être ceci, il faut être cela, mais voilà, c'est vrai que c'est une société du zapping, ce n'est pas qu'imposé, c'est nous aussi qui acceptons ou pas, mais encore une fois, toujours se poser cette question, est-ce qu'on connaît beaucoup de couples épanouis dans l'absolu, d'amour? Je ne sais pas. Les couples ressemblent beaucoup à des jeux de gamins qui jouent au puzzle, et qui parfois forcent un petit peu le trait. Alors il y a une différence entre l'acharnement, l'obsession et la notion de, j'aime pas le mot effort, mais d'ajustement, on va dire. Alors, regardons un petit peu les techniques. 1. Travailler sur soi. Je l'ai déjà dit, ça va être de bis repetita, mais pas grave. Travailler sur soi, travailler sur son ego. Clé 9, l'identification. Qu'est-ce qu'on est, son caractère, etc. Pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gêne pas? Voilà, on prend pas, on nettoie pas, on travaille dessus ou pas, ça prend du temps, bien entendu. Nettoyage, tout ce qui est trauma, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est primordial, c'est ce qui permet d'accéder à l'amour propre. Mais l'amour propre dans le sens pas narcissique, mais dans le sens d'être bien dans ses pompes. Bien dans ses pompes, donc nettoyer, donc avec son caractère, c'est-à-dire ces moments où on a besoin qu'on se connaisse, connais-toi toi-même, tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers, savoir si on a besoin de solitude parfois, savoir si on est dans la communication, etc., etc. Travailler sur la peur de l'abandon, travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi, la jalousie. Pourquoi on est jaloux?
Est-ce que c'est une notion de possession, de dépendance? Est-ce que c'est justifié ou non? Je dis pas, hein, la jalousie, il y a des gens qui peuvent être jaloux. Si la nana fait que ça d'être aguicheuse, ça peut énerver le mec, en effet. Et inversement, si le mec c'est effectivement un coureur de jupons, bah là c'est justifié la jalousie. Encore une fois, enfin justifié si tant est que pour la personne ça la dérange, il y a des gens qui s'en foutent, hein, ils sont open. Mais voilà, donc, mais la jalousie peut être aussi, on l'a déjà vu, une projection, une distorsion de la réalité. Une anorexie qui fait 40 kilos, qui se regarde dans la glace et qui dit je suis maigre et qui est cadavérique, c'est une distorsion. C'est pas son miroir qui réfléchit mal, c'est elle c'est une distorsion, encore une fois. C'est donc encore une fois, ça c'est très important de travailler à ce niveau, de savoir est-ce que je me fais des films. La jalousie, honnêtement, ça ronge un couple. Ça ronge le couple, ça ronge la personne qui est victime de la jalousie et dans le cas où ce n'est pas justifié. La personne est honnête, loyale, etc. Et donc, sans arrêt être dans ce schéma, on le coquerait, hein, pousser à bout, faire des scandales, tant, aller chercher tout le temps la petite bête et tout. La personne, vous allez la pousser dans ce retranchement-là et vous allez pousser à ce qu'elle vous quitte ou qu'elle aille voir ailleurs. Donc quelque part, vous coquerez. Et donc, j'avais raison, ouais, enfin, faites un crash test sur un stylo, mettez toute la force, etc. et vous le pétez, vous allez dire, ouais, voilà, il n'était pas résistant. Non, il n'est pas fait pour ça. Hein. Donc il y a un moment, la jalousie, le danger de ça, et quand je dis ça ronge aussi pour la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'avoir peur que la personne systématiquement vous trompe. Alors, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Soit vous parlez à la personne, c'est avéré, et que vous n'arrivez pas à le tolérer, mieux vaut se départir et se séparer. Si jamais vous ouvrez votre cœur, ça vous fait souffrir, c'est encore une autre histoire, ou bien vous nettoyez les choses parce qu'en communiquant, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des gros films. Hein. C'est pas parce qu'on sourit à une personne que c'est une avance, loin de là. Hein. Je veux dire, quand les choses sont... le voile de pudeur, petit aparté, le voile de pudeur que j'explique bien dans Baraka casser la baraque, hein, sur l'islam, c'est un voile de pudeur, j'insiste. C'est-à-dire que, je vais redire la même chose une troisième fois, avec la signification, c'est un voile de pudeur. Vous pouvez avoir un voile et être aguicheux, je l'ai vu au Maroc. Vous pouvez avoir une pudeur sans nécessairement avoir quelque chose qui vous préserve. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, vous mettez une distance avec une personne si tant est que vous pensez que la personne est un peu, on va dire, envahissante, elle vous drague, etc. Enfin, ça peut se faire très posément sans que ça foute le bordel, etc. Donc, voilà, c'est un truc, mais une fois que la communication est clarifiée, et voilà, que vous avez extériorisé vos démons parce qu'ils étaient dans votre tête et dans votre cœur et qui peuvent être justifiés. Hein. Vous pouvez avoir été traumatisé parce qu'une personne vous avait fait ça avant, possiblement, ou bien, je sais pas, ou votre enfance, etc., etc. Tout ça, c'est possible. Mais ça se travaille, ça se travaille. Donc, les traumas, qu'elles soient sexuels ou autres, hein, ça c'est aussi, quand je dis l'ego, s'aimer, il n'y a rien de pire quand vous aimez profondément une personne et qu'elle ne s'aime pas, parce que ça vous détruit aussi. C'est-à-dire, oh putain, enfin je sais pas, vous êtes spontané, t'es trop joli, t'es canon, machin, etc. Oh non, je laisse tomber, je suis moche et tout. Bon, une fois, deux fois pour machin, le truc, on n'est pas trop en confiance, machin, c'est mignon. Mais si c'est systématiquement, ça peut devenir un peu lourd et ça peut devenir un tue-l'amour, honnêtement. Parce qu'en plus, à l'intérieur de ça, dans l'ego, dans l'acceptation, ça se transcrit sur le corps, c'est-à-dire dans l'acceptation du corps, de faire l'amour et tout. Ah non, on fait dans le noir. Ah désolé, j'aime bien moi les faire les formes, hein, mais ouais, j'ai des bourrelets et tout. Je m'en fous, je les aime bien tes bourrelets. Vous voyez, c'est toujours ce truc de s'accepter comme on est. Non, mais je suis trop grosse et tout. Non, mais j'aime bien les formes et tout. Enfin, vous voyez, c'est un truc où, étouffer l'autre aussi, ça c'est important de se connaître par rapport à peut-être son détachement. Chaque expérience antérieure était une expérience pour se bonifier pour la prochaine, hein, enfin la prochaine, ou la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Donc voir son degré, quand je dis étouffer l'autre, voir son degré d'indépendance, de dépendance, d'autonomie, etc. Est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat? Dans le sens, chien, ça veut dire que vous êtes toujours, limite, il y a le canard aussi, mais chien, ça veut dire que vous avez véritablement toujours besoin de l'autre.
Ce qui peut être pesant, hein, pour si la personne est plutôt chat. Chat, ça veut dire que vous pouvez partir de 3 semaines, 1 mois, etc. Vous n'allez pas chialer toutes les 10 secondes parce que vous n'avez pas de nouvelles, etc. Enfin, vous savez que l'autre vous aime à distance, vous l'aimez à distance, vous vivez à travers elle, vous allez à une expo machin, vous pensez, vous envoyez une petite photo, un petit message, voilà, et vous portez bien. Mais voilà, mais ça, c'est travailler sur soi. C'est super important. Deuxième point, c'est être en harmonie. Alors, être en harmonie, toujours dans ce sens-là. Donc, on a travaillé sur soi, on est en harmonie, donc du coup, on est prêt, entre guillemets, à rencontrer une personne, et non pas dans l'inverse. C'est-à-dire, je suis pas trop bien dans les bombes parce que j'ai personne. Donc, je suis pas bien, je vois la vie dépressive, mais si je rencontrais d'aventure quelqu'un, un mec, une nana, eh ben, je serais mieux. Bah ouais, sauf que là, ça va créer une dépendance, parce qu'après, on va toujours se rappeler, consciemment ou inconsciemment, que c'est la béquille. Et donc, elle m'a apporté ça. Donc d'aventure, si elle meurt, si elle se sépare, si elle me quitte, machin, etc., elle est plus amoureuse, tout simplement, et ben je suis dépendant, et donc vulnérable, et donc j'ai peur, et donc je frustre, et donc je suis comme un funambule qui stresse et qui tremble, et ben il a plus de chances de se casser la gueule que s'il est assuré. Assuré ne veut pas dire que vous êtes dans le détachement de vous en foutre que la personne meure ou vous quitte, bien entendu, mais vous êtes pleinement investi dans le moment présent. La peur n'évitant pas le danger, bien entendu. Alors, là, être en harmonie, parce que c'est aussi la loi d'attraction, et c'est aussi la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est ce qu'on appelle l'emmerdement maximum. C'est quoi? C'est la tartine de pain qui forcément tombe du mauvais côté. Je vais vous en donner une. Tiens, c'est marrant, je dis n'importe quoi. C'est marrant, enfin, je sais pas, ça fait 5 ans que j'ai toujours été célibataire, les nanas me calculent pas, et forcément, je viens de rencontrer une nana et je suis trop bien avec elle et tout, et je sais pas, j'ai plein d'avances. Il y a plein de nanas qui me regardent et tout, qui me... Mais attends, gros, t'as pas capté un truc? T'es rayonnant, mec. J'ai l'impression que je me suis posé la question, tu t'es rasé, tu t'es changé la coupe des cheveux, etc. Tu es rayonnant, t'es resplendissant. Idem pour madame, hein, c'est pareil. C'est le même principe, tu rayonnes parce que tu vis, parce que t'es dans l'amour. Donc, ton torus d'amour, il est extrêmement large. Donc c'est pas que t'es devenu Brad Pitt ou que t'es devenu Angelina Jolie, c'est pas ça, c'est que tu rayonnes. Et rayonner, c'est des stimuli et c'est aussi de l'énergie. Donc forcément, tu attires les gens. Avant, t'étais peut-être plutôt reclus, t'étais flippé, etc., etc. Donc ça se ressent. Donc, c'est pas pour vous faire chier, c'est juste la loi de l'attraction, c'est le rayonnement, c'est les harmonies, c'est l'harmonie, pardon, c'est de l'énergie. Tout est énergie, encore une fois. Analyser son amour, c'est intéressant dans sa recherche, sa requête, en quelque sorte. Alors, vous allez me dire, c'est pas stratégique, mais quelque part un peu. C'est-à-dire, vous êtes en plus focalisé sur le physique, sur les centres d'intérêt, sur l'humour, sur un tout, sur est-ce que c'est idéalisé, etc. Bon, le physique, faut aussi arrêter d'être un peu hypocrite parfois. Une fois, ma nana m'avait voulu me piéger, elle m'avait demandé, enfin, elle voulait me faire chier et tout sur le physique. Et je lui ai dit, écoute, franchement, évidemment que la première chose que j'ai vue en toi, c'est ton physique. Hein, donc, je vais pas faire le mec, le poète disparu, machin, etc. Non, je suis désolé. Oui, je te trouve canon, donc forcément, oui. Et j'ai répondu, un peu plus subtilement quand même, quoique. Et je lui ai dit, mais tu sais, pour lire la beauté d'un poème dans une lettre, il faut ouvrir l'enveloppe. Hein. Donc la première chose oui, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui est bon. Encore une fois, il y a des personnes qui n'en ont rien à faire du physique, tant mieux pour eux, hein, c'est tout. Chacun est comme il est. Donc ça, c'est intéressant de voir les critères. Est-ce que c'est plus au point, est-ce que c'est plus le physique, est-ce que c'est le fait, la personne est facile à vivre, par exemple, hein, amateurs de relou, ou ceux qui ont expérimenté ça, facile à vivre, optimiste, entreprenant, etc., etc. Intéressante, marrante, tous ces critères qui font que vous êtes plus focalisé parce qu'à un moment, je veux dire, excusez-moi, c'est un peu comme en égo, c'est rare que dans une conciliation, vous arrivez à obtenir entre guillemets tout ce que vous voulez. Sinon c'est l'Arlésienne, c'est le mouton à 5 pattes. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore connu et je pense que même en clonage, ce serait pas forcément très marrant. Donc, oui, si vous cherchez l'âme sœur, si vous cherchez le prince charmant, la princesse charmante, la flamme jumelle, etc., ou bien, tout dépend de voir un petit peu quelles sont vos attentes, en fait, c'est déjà important. Ensuite, de conscientiser que, comme j'ai dit, c'est la loi de l'attraction, ce que tu cherches te cherche aussi. Ok, donc ça veut pas dire, je fais que dalle, je reste en pyjama dans le fin fond de la Creuse et j'attends qu'il tombe du ciel. Non, ça va pas marcher non plus comme ça, évidemment. C'est quand même se laisser dans le courant de la vie, c'est-à-dire des choses, ne pas forcer les choses, ne pas forcer quelqu'un. Je vous ai déjà expliqué, on l'entend parfois, non mais franchement elle m'a quitté, mais c'est trop, c'est la femme de ma vie. Mais si elle t'a quitté et qu'elle ne considère pas que tu es l'homme de sa vie, ce n'est pas la femme de ta vie.
Donc c'est assez simple, ou non mais c'est ma femme jumelle, etc. Ben non, ça ne l'est pas parce que sinon ça doit être mutuel. Mais ou bien, enfin quand même de jouer le jeu quoi. Après, bon, alors là, on va redescendre dans un niveau complètement dans la matière. Bon, bah, dans les techniques, évidemment, comment trouver le couple, bah, dans les applis, sites de rencontres, etc. Perso, j'ai jamais fait, mais je comprends totalement. Je comprends totalement. Vous vivez à la campagne où bah, y a personne, il y a que des petits, enfin des villageois, peut-être pas de votre âge, vous avez 50, 60 ans, vous faites comment pour rencontrer quelqu'un? Vous allez en boîte de nuit, vous allez au café, vous allez au PMU, Jackie, tu présentes quelqu'un? C'est logique. Et puis c'est peut-être plus rationnel, c'est peut-être moins, alors les plans cul, machin, il y a évidemment des gens qui sont dans ce délire, et puis voilà, offre de demande. Mais voilà, je pense que c'est assez du même ordre. Quand vous êtes dans une grande ville, c'est pas si facile les rencontres. Moi je vous ai déjà expliqué, j'ai vécu 7 ans à Paris, je suis arrivé tout seul, j'ai galéré pour faire des amis, les couples, si vous n'êtes pas trop dans le délire, gros lourd, drague et tout, ouais, ça se fait pas comme ça. Hein. Donc voilà, grande ville ou même petit village, bon bah de temps en temps, c'est vrai que c'est un peu plus facile les applications. Même, et je connais plein de gens, plein de couples, plein de gens qui se sont mariés à travers ça. Encore une fois, il n'y a pas de truc. Oui, c'est bien, c'est pas bien. Enfin. Voilà, encore une fois, c'est aussi des moyens qui sont mis en place, ça dépend encore de votre utilisation. Après, il y a des activités annexes, des activités annexes, enfin, je sais pas, des sportives ou autres, je vous avais déjà expliqué, je sais plus dans quel j'en avais parlé, mais je remettrai les liens. J'avais checké, ça existe encore, et ça, je l'ai beaucoup fait. On va sortir, on va sortir ensemble, c'est pas un truc de rencontre, c'est on va sortir. C'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui souffrent de la solitude. 24% des Français souffrent cruellement de la solitude. Donc, il y a un moment, faut entreprendre ça. Faut pas avoir honte. Moi, j'ai pas honte de dire qu'à Paris, j'avais pas de potes. J'avais pas de potes pendant des années. J'avais un pote et demi, grand max, deux et demi. C'est pas la honte. Hein. Je sais que dans une société, on doit avoir 100 milliards de contacts, Facebook, machin, et d'être super populaire, un peu comme elle est dans les collèges américains. Bah ouais, mais la réalité, elle est comme ça. De temps en temps, on n'en a pas. Donc on va pas se forcer, on va pas. Tu veux être mon ami donc c'est un truc. Donc on va sortir. En fait, c'est un site qui permet de faire des activités qui existent dans toutes les chefs de département. Il y en a plus de 100 en France. Des villes comme Angoulême, Valenciennes, je sais pas. Montdidier, Bar-le-Duc, je sais pas, Bourg-en-Bresse. On va sortir des petites villes, Alençon et autres. Et même au Maroc, et même au Canada, et même en Belgique, et même enfin dans tout le monde francophone, j'ai vérifié, en Tunisie et autres. Donc n'hésitez pas. C'est quoi en fait? Le principe il est simple, c'est que vous pouvez faire et des amis et plus si affinité. C'est-à-dire, c'est pas la base, c'est pas un truc pour faire des rencontres, mais des rencontres amicales à la base. C'est pour ne plus être seul, tout simplement. On va sortir ensemble, on va aller voir un cinéo, au cinoche, un truc, quand on se permet, quand il n'y a pas de pandémie, mais on va dire, ou une expo. Puis j'ai pas envie d'y aller tout seul, donc je vais y aller avec un groupe. Il y a 10 personnes. À la fin, en général, ça se finalise par on va boire un coup, enfin, un café à côté, un café ou autre. Puis on discute de l'expo, du ressenti, machin, etc. Et ça crée des liens ou pas. Bah, moi, je vous dis, voilà, je me livre, j'avais rencontré au musée Rodin une nana, bon, on est resté 2 ans ensemble, vous voyez. Donc, bon, et j'y allais pas dans cette optique, j'avais absolument pas prévu ce jour-là que ça allait tomber dessus. Bon, bah, ça tombe quand ça tombe, quoi. Et, mais voilà, ça permet, au-delà de ça, aussi de se sociabiliser. Alors, communication non violente. Référence à la clé 52, alors l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Alors, communication non violente, je la refais très simple, c'est vous par rapport à vos besoins et votre complexion, c'est-à-dire vos besoins, votre vision, votre perception, et que vous allez transmettre à l'autre. Vous allez expliquer à l'autre. Vous présentez vos besoins, ok? Ah, c'est vrai que tu as fait ça, donc j'explique ma vision. J'ai perçu ça, tu m'as blessé, j'ai fait ceci. J'aimerais bien, d'aventure, que tu fasses plus d'efforts sur ceci, cela. Ça, vous avez exprimé vos besoins, vous avez donné votre perception. L'autre, en retour, ou bien dans l'autre sens, l'autre fait la même chose. Il émet ses besoins et il émet sa vision. Ah ben moi, j'ai pas du tout capté comme ça, j'ai plutôt anticipé, machin, les nœuds dans la tête, ok, ben, on a tout mis sur table, on a nettoyé, on a cleané. Donc la communication non violente fonctionne, et l'empathie, enfin, qui en est l'essence, fonctionne excellemment bien dans un couple. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être super philosophe ni psychologue pour comprendre que la clé dans un couple, c'est la communication, à tous les étages, de toute façon, dans l'absolu.
Donc, encore une fois, un problème, il y a solution. Et s'il n'y a pas de solution, eh ben, enfin, normalement, il y a solution, il y a résolution, il y a les actions correctives, d'accord, on fait un effort, ah, j'avais pas vu, donc je laisse traîner mes affaires, j'en sais rien, faire des conneries, hein, je savais pas que ça t'emmerdait, maintenant je le sais, je fais attention, etc., etc. Je fais des efforts, où je fixe un laps de temps, etc., etc. Je m'investis, enfin, il y a une différence entre l'investissement, parce qu'on aime la personne, et l'obstination. Et aussi, bah, on analyse aussi s'il y a un intérêt commun. Si la personne n'en a rien à foutre de votre gueule, je suis désolé, il y a un moment, vous ne pouvez pas artificiellement, et mieux vaut se couper la gangrène, mieux vaut se couper un membre que de mourir, quoi, c'est évident. Alors, évidemment aussi, péter un câble, clé 32, ça ne veut pas dire vous défoncez la vaisselle et vous tapez, etc. C'est juste que il n'y a rien de choquant qu'un couple s'engueule. C'est même sain. Ça fait partie. Un bébé, est-ce qu'il pleure? Oui. Systématiquement, il pleure. C'est un cheminement. Si un bébé ne pleurait pas à la naissance, déjà il mourrait par rapport à la respiration. Au-delà, ça stimule son cerveau. C'est son moyen binaire. Hein. Il rigole ou il pleure. D'accord? Bon, je sais ce qu'il en est en ce moment, donc et les cernes s'en souviennent. Mais voilà, c'est accepter de se dire que votre couple n'est pas foireux parce que vous engueulez de temps en temps. Ok, si c'est tous les jours, ok, c'est une autre histoire. Parlez, d'énerver. Et vous voyez sur le long terme, ça ne fonctionne plus, et ben voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a tout entrepris? Oui, non. Est-ce qu'on peut aller voir un thérapeute? Oui, non, etc. Est-ce qu'il y a une volonté mutuelle d'arranger les choses? Et etc., etc. Il faut être très pragmatique dans la vie. Hein. Et accepter de se disputer. Alors, éviter d'être rancunier, ça c'est vraiment un truc horrible parce que ça c'est comme les guerres. Hein. Les guerres peuvent durer parce qu'elles ont duré. C'est-à-dire qu'en fait, on a des ancêtres qui sont morts, donc on ne peut pas, pour la mémoire, le devoir de mémoire, on doit continuer à perpétrer cette haine. La résilience, on en revient toujours, hein, c'est les actions correctives, c'est-à-dire faire des efforts, des investissements, et différent de l'acharnement. Allons-y sur les conseils. Alors, dissocier actes des paroles. Okay, il y a des gens qui sont forts en gueule, et puis dans les actes, il n'y a pas grand-chose. Mais cela étant, ce qui est important par là, c'est quand même de déceler, on en revient à la clé 51, l'intention. D'accord? Il est maladroit, elle est maladroite, ok, elle est un peu gauche, un peu Gaston Galagage, oui, il m'a offert des pissenlits, mais c'est des fleurs, c'est son cœur. Hein, le collier de pâte qui ressemble à que dalle de votre petit gamin pour la fête des pères, il a 5 ans, il est magnifique, même s'il ressemble à de l'art abstrait. D'accord? C'est le même principe. Déceler les actes des paroles, dissocier, et surtout de voir au-delà l'intention qui en émet. C'est important. Être entier et honnête. Bah, je pense que, encore une fois, hein, soyez vous-même. Être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris, hein, comme disait Oscar Wilde. C'est un alignement avec soi-même et la vie. C'est-à-dire, ça sert à rien de se forcer. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas un petit peu d'investissement, d'effort et des petits arrangements. C'est pas ça. Mais ça sert à rien de faire des choses artificiellement. Être conscient que ça va, ça vient. C'est un feu qui s'entretient. Ça rime, mais oui, c'est un feu qui s'entretient. Je vous l'ai dit, la courbe, elle monte, elle descend, elle monte, et ça fait partie du jeu de la vie. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, ne pas au moindre faux pas. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas là pour s'épauler, je veux dire, dans un couple, si vous restez pendant un temps, le plus longtemps possible, que vous aspirez, sans nécessairement vous promettre que ce soit la vie, moi j'espère rester avec ma compagne toute ma vie. Et si d'aventure, dans 10 ans, elle me quitte, elle trouve quelqu'un, bon bah écoutez, je vais pas... Ce sera la vie, ce sera un accident, machin, c'est la vie. Donc encore une fois, je ne suis pas, ça ne veut pas dire que je m'en fous, ça veut dire que, encore une fois, je suis conscient de ça, mais aussi, ça peut se maturer, ça peut s'entretenir, ça peut se renforcer, se ressaisir, et aussi parce que on peut avoir des dépressions dans sa vie, on peut être malade, etc. Le côté hollywoodien, elle est tout beau, tout pommadé, machin, tout refait, on pue pas de la gueule et tout, aseptisé n'existe pas. Il y aura des périodes probablement dans notre vie, on va tous devenir vieux. Un grand philosophe, mon meilleur ami, il dit de toute façon on finira toujours tous moches. Bon, évidemment c'est pour se marrer. Mais oui, quand on est vieux, on est flétri, etc. Bon, c'est comme des fleurs séchées, mais ce que je veux dire par là, c'est que accompagner l'autre aussi dans cette démarche de s'aimer et se rassurer, de mettre du bois dans le feu de la vie. Alors,
Je vous l'ai dit, je pense que c'est assez clair. Acceptez que ça peut ne pas être éternel. Hein. Ça peut être une belle histoire, peut durer 1 mois, 1 an, une semaine. C'est déjà beau en soi. Je souffre, mais au moins j'ai vécu. D'accord? Si c'est 1 an, si c'est 10 ans, si c'est une vie, tant mieux, on va dire. Mais c'est déjà bien. Donc, ça ne sert à rien de se forcer et de forcer l'autre aussi. Hein. Il y a un moment, il n'y a pas aussi dans les conseils, il n'y a pas de perfection. Hein. C'est comme dans la vie, je pense que j'ai bien expliqué. C'est pas aseptisé, il y a des difficultés à surmonter. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'est important dans le sens où, s'il n'y a pas de risque, on vit pas. D'accord? Donc, oui, l'amour, si vous êtes très haut en amour, forcément, c'est jouissif, mais si vous vous cassez la gueule, oui, c'est un risque. C'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. High risk, high return, comme on dit en anglais. Alors, des hauts risques impliquent des hauts retours. Alors, se préserver, se détacher de tout extrême, les passions notamment. Alors, les passions, ça peut être... Mais une passion ne dure pas. Une passion ne dure pas et elle ronge parce qu'elle rogne sur l'intégrité de la personne. Alors, ne rien attendre aussi, parce que c'est vrai que si vous attendez trop d'une personne, à un moment, ça devient intrusif. Je vous ai dit l'amour et la peur. Indépendance et détachement, c'est très important. Il y a un grand soufi qui dit la chose suivante: ne comptez pas trop sur quelqu'un de ce monde, parce que même votre ombre vous quitte lorsque vous êtes dans l'obscurité. Ça, c'est très beau. Accueillir la vie, c'est-à-dire accueillir la vie. Vous êtes célibataire, il y a des avantages d'être célibataire. Hein, il n'y a pas de contraintes, machin. Vous pouvez rencontrer qui vous voulez. Bon, c'est cool aussi. Hein. Des actions correctives, les ajustements, des efforts, mais pas d'obstination. Ne pas comparer, ça n'a aucun intérêt de comparer. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les maisons des autres, vous ne savez pas ce qui se passe dans les couples des autres, dans les chambres à coucher, on ne sait pas, les gens mitonnent la plupart du temps et on ne sait pas. Donc ça sert à rien. Et qu'est-ce que ça vous apporte en plus? La frustration ou vous gargarisez parce que ça va mieux par rapport aux autres? Bon, c'est pas forcément... Ne demandez pas non plus trop l'avis des amis, etc. Pourquoi? Parce que la plupart moi je le fais jamais. Et d'ailleurs je me préconise toujours, quand on veut mon avis, je me mets toujours en retrait, j'essaie vraiment d'être objectif, ne pas aller dans le sens de la personne. Pourquoi? Parce que si je dis à mon pote, oh regarde ce qu'elle m'a fait, etc. Tu vois, qu'est-ce que... forcément il va prendre parti, il va dire ah putain ouais c'est vrai c'est dégueulasse. Donc forcément c'est comme les algorithmes, ils vont dans le sens de vos recherches. Donc dites à quelqu'un votre avis, et la personne, votre conjoint, fait peut-être la même chose de l'autre sens, parce qu'elle a une autre perspective. Donc, faites attention avec ça, vraiment avec parcimonie. Alors, soyez originaux, créatifs aussi, remettez du bois dans le feu d'amour, réinventez le couple. C'est-à-dire en fonction de vous, pas forcément de ce qui existe. Au vu du sondage, entre guillemets, européen, mondial, enfin surtout occidental, 50% des mariages finissent par un divorce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça marche pas. Ça marche pas en l'état. Alors peut-être les gens font pas d'efforts, il n'y a pas la bonne alchimie, peut-être. Mais en l'occurrence, dans ce système, ça marche pas comme tel. Alors peut-être qu'il faut plus s'aérer, peut-être qu'il faut... je sais pas, j'ai pas de recette miracle. Je pense qu'il faut être invité à réinventer, à se réinventer. Et peut-être il y a des schémas qui fonctionnent mieux pour certains ou d'autres. Il y a une tribu en Afrique, il y a un village de femmes, un village d'hommes. Et ils se voient 2 à 3 fois par semaine. Et ça marche très bien. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont 60 ans, qui se sont remis avec des gens, ils ne se voient que ponctuellement. Et c'est une belle histoire d'amour. Et ça dure depuis 10, 15 ans, etc. Peut-être que c'est un des schémas. Je ne dis pas qu'il y en a. Alors, je vous invite, dans ce schéma-là, j'ai dépeint dans Sage Passage, justement, une vision sociétale, justement, avec différentes perspectives. Il explique bien, le personnage, il y a les flammes jumelles, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont une manière différente de vivre. Voilà, encore une fois, c'est pas ma vision, c'est une fiction. L'amour est éternel, quoi qu'il arrive. Y repenser devrait nous faire sourire et pas pleurer, parce que j'ai souffert, mais au moins j'ai vécu. Vous savez, il n'y a pas de recette miracle dans l'absolu, comme je l'ai dit, il y a des adaptations miraculeuses. L'amour, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une fleur, que ce soit dans la nourriture, dans une activité, dans un enfant, peu importe, c'est le ciment qui, pour moi, c'est une métaphore du vivant, de la vie. C'est l'une des raisons d'être. Si je devais résumer, d'ailleurs, toutes ces clés à un seul mot, ce serait l'amour. Voilà. Il ne s'agit que d'une clé, je vous invite à méditer là-dessus. Il ne s'agit que d'une clé, à vous de façonner les portes de votre passe-partout pour ouvrir les portes de la conscience que vous souhaitez ou pas. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, abondant d'endure. Salut!